Bonjour, c'est Raphaël Pueyo pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il était prêtre résistant, fondateur d'Emmaüs et icône de la lutte contre la pauvreté. Mais cet été, des témoignages ont révélé l'autre visage de l'abbé Pierre, décédé en 2007, celui d'un prédateur sexuel. Aujourd'hui, 24 femmes l'accusent d'agression sexuelle. Entre le début des années 50 et les années 2000, les victimes décrivent toutes des attouchements répétés et pour certaines, des fellations imposées. Depuis ces révélations, les opérations pour effacer son nom de l'espace public se multiplient en France. Le mouvement Emmaüs a même décidé de supprimer toutes les traces de son fondateur dans ses locaux. Qui était l'abbé Pierre et comment a-t-il pu commettre ces crimes pendant toutes ces années sans être inquiété ? Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Thomas Poupeau, journaliste au service Société du Parisien. Thomas Poupeau, début septembre, dans le cadre des accusations d'agression sexuelle contre l'abbé Pierre, vous cherchez des témoins et vous appelez un jeune prêtre de Seine-et-Marne au sud de Paris. Il est en train de retirer le portrait de l'abbé Pierre du mur de son église. Oui, j'appelle ce jeune prêtre dont je sais qu'il a une sensibilité à la cause de la pauvreté pour parler un peu de l'affaire de l'abbé Pierre, des accusations d'agression sexuelle qui viennent de sortir. Et je le sens très énervé et il se trouve qu'il est à ce moment-là en train de retirer le portrait de l'abbé Pierre qui trônait dans la sacristie, le petit local dans lequel le prêtre se change, range ses affaires. Et il est en train d'enlever ce portrait qui trônait à côté de celui du pape François et de l'ancien pape Jean-Paul II. Il y a quelques jours, la fondation Abbé Pierre a décidé de changer de nom. Le mouvement Emmaüs a lui fermé le mémorial qui lui était dédié à Esteville près de Rouen. Et un peu partout en France, l'effacement des lieux de mémoire consacrés à l'abbé Pierre a déjà commencé, Thomas Poupeau. Oui, c'est une entreprise sans précédent. On efface partout en France l'image de l'abbé Pierre et tout ça se fait en quelques jours. Ça montre le choc des révélations. L'abbé Pierre, c'est 300 rues, 150 routes, une vingtaine de places, de parcs. En tout, c'est 600 lieux en France. Et à Alfortville, par exemple, l'endroit où l'abbé Pierre a vécu les dernières années de sa vie, on va renommer le square qui portait son nom en square Josephine Baker, donc la chanteuse française d'origine américaine. Et d'ailleurs, on va remplacer le buste de l'abbé Pierre par une statue de la chanteuse. Thomas Poupeau, on va revenir avec vous sur ces témoignages de femmes qui accusent l'abbé Pierre d'agression sexuelle. Mais d'abord, pour comprendre pourquoi ces révélations ont eu autant de répercussions en France, il faut revenir sur sa vie. L'abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, est né le 5 août 1912 à Lyon. Thomas Poupeau, dans quel milieu il grandit ? Alors Henri Grouès, il est le cinquième d'une famille de 8 enfants. Ils ont tous été élevés évidemment dans la religion catholique. Et dès son plus jeune âge, il vient déjà en aide aux plus démunis, aux côtés de son père. Il s'improvise coiffeur dans les rues de Lyon. Et quand il est jeune, il intègre les scouts et il suit sa scolarité chez les jésuites. Au début des années 30, il quitte sa famille et ses amis pour devenir moine au couvent de Cré dans la Drôme. Thomas Poupeau, d'où lui vient sa vocation ? Adolescent, l'abbé Pierre, Henri Grouès à l'époque, se rend en Italie sur les pas de saint François d'Assise. Saint François d'Assise, c'est le saint patron des pauvres, qui avait consacré sa vie à leur venir en aide. Et c'est là que celui qui deviendra l'abbé Pierre découvre sa vocation. Donc il veut s'engager chez les Capucins, qui est une congrégation aussi très proche des pauvres. Il fait vœu de chasteté, de pauvreté, il renonce à son héritage et à tous ses biens matériels et il devient à l'époque frère Philippe. On retrouve dans ses carnets de jeunesse un mot de sa part dans lequel il dit « Je veux servir, je veux être un grand saint ». En avril 1939, il décide de quitter l'ordre des Capucins pour intégrer le diocèse de Grenoble, où il devient vicaire. Mais quelques mois plus tard, la guerre éclate et il se retrouve mobilisé sur le front comme sous-officier. Après la défaite de 1940, il est finalement démobilisé et renvoyé à Grenoble. Et à l'été 1942, Thomas Poupeau, il décide de rejoindre les rangs de la résistance. Il assiste à une rafle et c'est là qu'il décide de s'engager contre les nazis, contre Vichy. Donc il se met à fabriquer des faux papiers et il va même jusqu'à imiter la signature d'un commissaire de police et il commence à faire passer des juifs en Suisse. Et même un certain Jacques de Gaulle, qui est le frère du général, qui est alors gravement handicapé. Il participe aussi à la création du maquis du Vercors et c'est là qu'il prend le nom d'abbé Pierre. Pourquoi ? En fait, pour ne pas être repéré par la Gestapo et par Vichy. Dénoncé puis arrêté par les Allemands, il arrive à se réfugier en Espagne en 1944. Thomas Poupeau, comment se passe la fin de la guerre pour l'abbé Pierre ?
Il rejoint la France libre du général de Gaulle et il devient aumônier de la marine sur le cuirassé Jean Bart à Casablanca. Et il gardera sa croix d'aumônier de la marine sur lui toute sa vie. Le 8 mai 1945 marque la victoire des Alliés face à l'Allemagne nazie. Pour ses actions de résistance, l'abbé Pierre est décoré de la Croix de guerre. Dans les mois qui suivent la libération, il s'engage en politique et se fait élire député de Meurthe-et-Moselle. Et en 1947, grâce à son allocation de député, il achète une grande maison délabrée en région parisienne. Oui, c'est à Neuilly-Plaisance, dans l'actuelle Seine-Saint-Denis, au 38 avenue Paul Doumer. Il en fait une auberge internationale de jeunesse où on croise toutes les nationalités. Et puis en 1949, il la baptise Emmaüs. Donc c'est le nom de cet épisode des évangiles où 2 disciples du Christ, découragés, qui marchent vers le village d'Emmaüs, retrouvent la foi et l'espérance quand Jésus ressuscité se manifeste à eux. Et la nuit, l'abbé Pierre et ses compagnons s'en sont allés ramasser tout ce qui dans les rues traîne jusqu'au matin, parce qu'il n'a pas de maison. Thomas Poupeau, à quoi ressemblent les premières années d'Emmaüs ? À cette époque, l'abbé Pierre, il vient en aide aux hommes démunis, marginaux, sortis de prison. C'est des gens qui sont dans la difficulté, dans la pauvreté, et ils deviennent les premiers compagnons d'Emmaüs. Tout ce travail-là, il le fait avec Lucie Coutaz, qui est sa secrétaire, qui est son attachée parlementaire et qu'il a rencontrée dans la Résistance. Petit à petit, construisent des hébergements d'urgence à Neuilly-Plaisance, aux côtés de cette grande maison délabrée qu'ils ont rénovée. Pour financer tout ça, il utilise son indemnité parlementaire et il va même quémander de l'argent auprès des autres députés. En 1951, l'abbé Pierre perd son siège de député en rupture avec son parti. Et en perdant son siège, il perd aussi sa précieuse indemnité parlementaire. Thomas Poupeau, comment est-ce qu'il fait pour maintenir à flot Emmaüs ? Alors là, les compagnons d'Emmaüs s'improvisent chiffonniers. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à faire de l'argent avec des objets de récupération. Ils vont dans Paris, ils font les poubelles, ils utilisent même des vieilles locomotives qu'ils vont transformer en hébergement d'urgence à Neuilly-Plaisance pour accueillir des familles entières qui ne peuvent pas se loger. L'abbé Pierre va se mettre aussi à faire la manche, à réclamer de l'argent dans la région. Et en 1952, il participe au jeu radiophonique Qui tout double. C'est sur Radio Luxembourg, c'est l'ancêtre de RTL. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote à ce sujet, c'est qu'il avouera quelques années plus tard que le jeu, ce jour-là, avait été truqué pour qu'il puisse remporter 250 000 francs. Donc en fait, c'est le règne du système D, de la débrouille, de la récupération. Et c'est ce qui fait l'essence même d'Emmaüs. Thomas Poupeau, nous sommes en 1954. À ce moment-là, à quoi ressemble la société française ? On est moins de 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. Elle a laissé d'importants stigmates. C'est une société qui est fracturée, avec énormément d'inégalités, qui ne s'est pas remise du conflit et avec un énorme problème de mal logement pour beaucoup de familles françaises. C'est l'hiver. Thermomètre à -15. Cette année-là, un hiver particulièrement glacial s'abat sur la France. En région parisienne, la température descend jusqu'à -15 degrés et la Seine se retrouve même gelée. Et alors que certains profitent de la situation pour chausser leurs patins à glace sur le canal Saint-Martin, d'autres meurent dans des logements mal isolés ou dans les rues de la capitale. On avait oublié que ça existe, l'hiver, pour les sans-logis. C'est pour s'en souvenir qu'il faut voir la Pomponnette, la cité de l'abbé Pierre, ce village de roulottes et de cabanes, où des gens vivent parce qu'une cabane à courant d'air, où l'on casse la glace le matin, c'est quand même un toit. Thomas Poupeau, comment est-ce que l'abbé Pierre vit cette situation ? Il la vit très mal, d'autant qu'à cette date, il apprend qu'un bébé vient de mourir de froid dans un des hébergements d'urgence dont il avait la gestion à Neuilly-Plaisance, sur le site d'Emmaüs. Au même moment aussi, il y a la proposition d'un sénateur de l'Essonne, Léo Hamon, qui proposait de débloquer 1 milliard de francs pour construire des logements d'urgence. Cette proposition est retoquée par le Parlement français. Et puis, en parallèle, en toile de fond, les expulsions se multiplient, car la trêve hivernale n'existe à cette époque pas encore. Et on a l'impression que le gouvernement, en tout cas l'abbé Pierre a l'impression que le gouvernement ne fait rien pour suspendre ces expulsions. Devant l'inaction du gouvernement, que fait l'abbé Pierre ? Alors c'est là que l'abbé Pierre trouve sa méthode. La méthode abbé Pierre, c'est qu'il médiatise sa lutte en faisant d'abord une lettre écrite au ministre du Logement et surtout il multiplie les apparitions publiques devant les caméras, devant les photographes, sur le site d'Emmaüs. Et puis, le lundi 1er février 1954, à 12h45, sur Radio Luxembourg, il lance son fameux appel. Mes amis, au secours. Qu'est-ce qu'il dit en résumé dans cet appel ? Son appel commence par « Mes amis, au secours ». Et en fait, son appel, c'est un appel à l'aide, tout simplement, un appel au don et un appel à la prise de conscience devant l'urgence de la situation des gens qui meurent à cause du froid. Je vous en supplie, aimons-nous assez, tout de suite, pour faire cela.
que tant de douleurs nous ait rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Merci, merci. Comment est reçu son appel à l'époque ? Il y a un élan de solidarité absolument énorme. Les dons, les volontaires affluent, la presse relaie son appel. D'ailleurs, on décrit son appel comme l'appel de la bonté. Il y a même des vedettes de cinéma qui se pressent pour rencontrer l'abbé Pierre et lui apporter leur soutien. Et Charles de Gaulle va même jusqu'à lui faire un don anonyme. Lui qui d'ailleurs n'a pas oublié comment l'abbé Pierre avait sauvé son frère durant la guerre. Il y a tellement de dons qui affluent qu'on réquisitionne la gare d'Orsay pour les entreposer. Après cet appel, l'abbé Pierre devient une immense star en France, voire même une icône. Oui, en plus, l'abbé Pierre, il a une gueule avec son béret de travers, ses lunettes, son regard déterminé, sa barbe qui fait penser un petit peu à Saint François d'Assise. Dès 1955, il a le droit à un livre qui devient un film, Les chiffonniers d'Emmaüs. Et anecdote qui montre un peu le fait que ce soit devenu une icône, c'est qu'à l'époque, on fabrique des masques pour Mardi Gras à son effigie et ils se vendent par milliers. Thomas Poupeau, dans les années qui suivent, que fait l'abbé Pierre ? Alors, il développe Emmaüs partout dans le monde, il crée Emmaüs International en 1971, et surtout, il rencontre de nombreuses personnalités. Il fait des apparitions remarquées à la télévision, dans l'émission Apostrophe ou L'heure de vérité. Et puis, il vieillit, mais malgré ça, il continue, il est toujours partout. Il manifeste évidemment contre le mal-logement, contre la pauvreté. Il s'implique aussi dans le combat pour venir en aide aux sans-papiers, pour dénoncer la guerre, la colonisation. Et il est élu aussi, plusieurs années de suite, personnalité préférée des Français. En 1996, alors que l'abbé Pierre est très apprécié des Français, une polémique éclate et fragilise son image. Oui, c'est véritablement le premier coup de canif dans le portrait parfait de l'abbé Pierre. À l'époque, Libé titre « Pas ça, pas lui ». En fait, la polémique, elle démarre du livre écrit par Roger Garaudy, qui est un philosophe ancien du Parti communiste et qui connaît l'abbé Pierre depuis les années 50. L'abbé Pierre était député, ils se sont rendus des services. Et ce Roger Garaudy minimise le nombre de morts durant la Shoah. L'abbé Pierre, surprise générale, écrit une lettre de soutien à son ami dans lequel, bon an mal an, il explique que oui, peut-être, on a surestimé le nombre de morts durant la Shoah. Donc c'est évidemment un énorme tollé. Quelques années plus tard, en 2005, il est à nouveau au cœur d'une polémique après la sortie d'un livre écrit avec le journaliste du Monde, Frédéric Lenoir. C'est une sorte de livre testament, on est 2 ans avant sa mort. Et dans ce livre, qui s'appelle « Mon Dieu, pourquoi ?», l'abbé Pierre explique finalement, à demi-mot, qu'il a eu des relations sexuelles durant sa vie de prêtre et qu'en plus, il aurait pu choisir de vivre une vie affective, d'avoir une vie sexuelle, mais qu'il l'a d'une certaine manière refoulée durant toute sa vie. Ça crée une polémique énorme, l'Église s'empare du sujet, mais refuse quand même d'ouvrir le débat du célibat des prêtres. Le lundi 22 janvier 2007, la mort de l'abbé Pierre fait la une de l'actualité. Ce soir-là, le 20h de TF1 et de France 2 lui consacrent une édition spéciale. Et quelques jours plus tard, il a même droit à un hommage national, digne d'un chef d'État. L'hommage de toute une nation pour son abbé. Plusieurs milliers de personnes rassemblées ce matin devant la cathédrale Notre-Dame. Ces funérailles ont lieu le 26 janvier, donc à Notre-Dame de Paris, qui est réservée aux grands personnages. Jacques Chirac est là, il est visiblement extrêmement ému, il est à côté d'un grand portrait de l'abbé Pierre. Et il y a, sur le parvis de la cathédrale parisienne, des milliers de personnes qui sont venues rendre un dernier hommage à l'abbé Pierre. Et c'est aussi à cette époque que s'ouvre un petit peu le débat de sa canonisation, c'est-à-dire de faire d'une personnalité catholique un saint. Mais Rome ne donnera jamais suite. Même après sa mort, l'abbé Pierre continue d'être célébré. L'année dernière, un film lui a été consacré et cette année, le 1er février, des hommages ont été organisés en son honneur à l'occasion des 70 ans de son appel de l'hiver 54. Mais le 17 juillet dernier, des témoignages relayés par le mouvement Emmaüs dévoilent une toute autre image de l'abbé Pierre. La nouvelle a stupéfait toute la communauté Emmaüs. D'un coup de tonnerre. Thomas Poupeau, que nous apprend ce rapport publié par Emmaüs ? Alors on apprend que 7 femmes, dont une mineure, une jeune fille âgée de 16 ans au moment des faits, disent avoir été victimes de l'abbé Pierre entre 1970 et 2005. Le rapport décrit, je cite, « des comportements pouvant s'apparenter à des agressions sexuelles ou à des faits de harcèlement sexuel ». Et les victimes, ce sont des femmes proches de l'abbé, ce sont aussi des salariés d'Emmaüs. Et dans ce rapport, l'une des victimes témoigne et dit, je cite, « j'ai l'habitude de me défendre, mais là c'était Dieu. Comment vous faites quand c'est Dieu qui vous fait ça ?» Ça dit énormément de l'aura qu'avait le personnage à l'époque et de son impunité et aussi de la manière dont les victimes étaient totalement tétanisées
par sa célébrité. Thomas Poupeau, dans ce rapport, quels sont les faits décrits en détail par les victimes ? Ces femmes décrivent des attouchements soudains et répétés sur leur sein, des propos à connotation sexuelle, répétés sous la forme d'un harcèlement, et l'une des victimes, celle qui était âgée de 16 ans au moment des faits, écrit, je cite, « Il a introduit sa langue dans ma bouche d'une façon brutale et totalement inattendue ». Thomas Poupeau, tout est parti d'un témoignage recueilli par une religieuse en novembre 2023. Oui, cette religieuse, c'est sœur Véronique Margron. C'est une personnalité extrêmement importante de l'Église catholique. Elle est présidente de la Conférence des religieux et des religieuses de France. Et elle a recueilli la parole de nombreuses victimes dans le cadre du rapport Sauvé. Rapport Sauvé, c'est ce rapport qui est sorti en 2021 et qui estime le nombre de victimes d'abus sexuels par des prêtres et des religieux à environ 330 000. Elle reçoit ce jour-là le témoignage d'une femme, donc en novembre 2023, qui lui dit avoir été abusée par l'abbé Pierre. Et la première chose que cette victime lui dit, c'est « j'ai peur de ne pas être crue ». Qu'est-ce qu'elle fait de ce témoignage ? Alors elle dit à la victime « je vous crois, on vous croit ». Elle transmet ce témoignage à Emmaüs, qui ouvre à son tour une cellule d'écoute et qui commande un rapport au cabinet EGAE, un cabinet d'experts indépendants spécialisé dans les violences sexuelles. Dans les semaines qui suivent ces révélations, plusieurs enquêtes sont publiées dans les colonnes de Libération et du Monde avec cette question : comment un homme aussi connu a pu sévir pendant plus de 50 ans sans être inquiété ? En fait, la réponse, c'est que l'Église, en tout cas certaines hautes instances de l'Église, l'ont protégé. Au printemps 55, l'abbé Pierre fait un voyage aux États-Unis et des femmes se plaignent de son comportement, de propos, d'attouchements. Donc là, des cardinaux américains sont alertés et décident tout simplement d'écourter son voyage pour éviter qu'un scandale ne sorte. Les autorités ecclésiales sont mises au courant et on décide d'interner l'abbé Pierre en 58 à la clinique psychiatrique de Prangin, en Suisse. Officiellement, c'est pour des problèmes de santé. En réalité, c'est pour éviter qu'un scandale ne sorte. Et dans les années qui suivent, l'Église va mettre en place autour de l'abbé Pierre un dispositif très strict de surveillance avec, par exemple, 2 personnes à chacun de ses déplacements qui seront chargées de le surveiller, de faire office un peu de chaperon. Radio France a aussi consacré une longue enquête à l'abbé Pierre qui montre comment les autorités religieuses, mais aussi certains membres d'Emmaüs, ont couvert ses agissements pendant plusieurs décennies. Radio France a également eu accès à la correspondance privée de l'abbé Pierre, et à la lecture de ses lettres, Thomas Poupeau, on découvre une face méconnue du personnage. C'est dans une lettre de 1955, donc l'époque de son voyage aux États-Unis, qu'on découvre cette nouvelle facette de l'abbé Pierre. Il écrit à Suter Marshall, qui est un étudiant, co-organisateur de son déplacement aux États-Unis, qui avait lui-même écrit un courrier à un proche de l'abbé Pierre pour prévenir du comportement déviant de l'abbé avec les femmes. Et l'abbé, donc dans un courrier, lui répond avec une écriture presque haineuse : « Sache que pas une récidive ne restera sans réponse et s'il le faut, mes réponses seront brutales et chirurgicales. » Donc en fait, c'est une menace qui n'est même pas voilée. Et un peu plus loin dans le même courrier, il explique aussi qu'il peut utiliser son poids médiatique, il fait référence aux télévisions canadiennes, françaises, pour mettre sa menace à exécution. Et surtout, dans ses courriers, il les foudrage, mais il ne nie pas les faits qu'on lui reproche. Cette année, début septembre, le mouvement Emmaüs publie un deuxième rapport avec de nouveaux témoignages accablants pour l'abbé Pierre, dont certains remontent aux années 50. Alors cette fois-ci, c'est 17 nouveaux témoignages et on passe à un stade supérieur dans l'horreur, puisqu'on a par exemple dans ce rapport une victime qui explique avoir été forcée de réaliser des fellations, qui a subi des violences sexuelles à Paris en 89 puis en 90. Elle relate même avoir dû assister à des masturbations de l'abbé Pierre devant elle, qui l'aurait aussi forcé à réaliser des fellations dans un appartement parisien. Cette nouvelle salve de révélations évoque aussi le cas de cette fillette de 9 ans à laquelle l'abbé Pierre a imposé des baisers, a soulevé son pull pour lui toucher la poitrine. Et il y a une similitude entre tous ces témoignages de victimes, c'est que l'abbé Pierre s'en prend systématiquement à des femmes qui sont dans un état de vulnérabilité, de grande pauvreté, de détresse, et en plus il attend d'être seul avec elles, donc il agit dans des appartements, dans des recoins, il les prend par surprise. Dans la foulée de ces nouvelles révélations, la Fondation Abbé Pierre annonce qu'elle va changer de nom et le mouvement Emmaüs décide lui de changer son logo en supprimant le portrait de son fondateur.
Le 13 septembre, le pape François réagit pour la première fois sur cette affaire. Thomas Poupeau, qu'est-ce qu'il dit en résumé ? C'est une parole qu'on attendait beaucoup. Le pape François est dans l'avion qu'il ramène à Rome, de son voyage pontifical à Singapour. Il est face à des journalistes accrédités, qui l'interrogent sur cette affaire. Et là, il qualifie l'abbé Pierre de terrible pécheur. Et puis, quelque chose qui surprend tout le monde, il explique que le Vatican était au courant des agissements de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre est un homme qui a fait beaucoup de bien, mais qui était aussi un pécheur. Nous devons parler clairement de ces choses et non les cacher. Nous devons nous engager contre les abus. Pas seulement les abus sexuels, mais contre tout type d'abus. Quelques jours après cette prise de parole, de nouveaux documents sont publiés par le journal Libération. Ils montrent que le Vatican était au courant depuis les années 50, contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui le pape François. On a aussi appris dans une autre enquête qu'une femme avait tenté de révéler au grand public la face cachée de l'abbé Pierre dès les années 90. Oui, la radio-télévision suisse, la RTS, a exhumé une archive vidéo datant de 1990. Donc ça se passe dans l'émission Ciel Montmardi. Une ancienne prostituée de Genève lâche une petite bombe comme ça en plein direct. En fait, elle révèle que, en plus d'avoir une liaison avec une femme à Genève, l'abbé Pierre était le client assidu d'une maison close dans laquelle elle travaillait. La patronne nous avait dit « Venez regarder par le trou de serrure de la salle de bain. Il y a quelqu'un là qui attend son tour. » C'était quelqu'un d'extraordinaire qui a fait beaucoup de bien à l'humanité. Jamais j'en ai parlé, mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. C'était un abbé. C'était l'abbé Pierre. Et je l'ai vu. On l'a appris ces derniers jours, l'Église de France vient d'ouvrir ses archives sur l'abbé Pierre aux chercheurs. Selon le délai réglementaire, il devait à l'origine attendre 2082 pour consulter ses documents, soit 75 ans après sa mort. Du côté du Vatican, aucune ouverture des archives n'est prévue à ce stade. Thomas Poupeau, aujourd'hui, est-ce que les victimes de l'abbé Pierre peuvent demander une réparation de la part de la justice, d'Emmaüs ou même de l'Église ? Alors d'abord, évidemment, il n'y aura pas de procès puisque l'abbé Pierre est décédé. En revanche, les témoignages continuent d'arriver auprès d'Emmaüs qui a ouvert une cellule d'écoute. Et puis les instances de l'Église, les mêmes qui avaient travaillé sur le rapport Sauvé, donc ce rapport sur les abus sexuels dans l'Église en 2021, sont en train de réfléchir à la création d'une instance dédiée qui servirait d'abord à reconnaître les abus, à entendre les victimes et puis ensuite à réfléchir à une réparation financière. Merci à Thomas Poupeau. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Et puis n'oubliez pas notre deuxième podcast Crime Story. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.